que j'ai eu un bac C. Mhm. Et techniquement, en arrivant à Masuku, je devais faire la PC, physique-chimie, Mhm. ou bien la MP, maths-physique. Alors, je n'étais pas intéressé à la MP, je n'étais pas intéressé à la PC. Eh bien, il ne me restait qu'un choix, réellement, c'était la CBG. Par contre, je me suis dit, mince, mais comment est-ce que je vais m'en sortir en CBG? La CBG, techniquement, on allait là-bas quand on avait un bac D. Moi, j'avais un bac C. Bon, je me suis dit, bon, on va voir, on va aller explorer. Mhm. Et la première année, bon, ça s'est passé comme ça s'est passé. Il y a aussi tout un système à Masuku. Il y avait tout un système à Masuku. Bon, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, Mhm. mais je dois dire que le système n'était pas favorable pour l'épanouissement de tout le monde. Parce que réellement, il y avait souvent des injustices qui étaient claires. Bon, je ne vais pas développer là-dessus, Mhm. Mhm. mais c'était évident qu'il y avait des injustices qui font que on volait des années aux étudiants malgré qu'ils étaient bons et qu'ils passaient en classe supérieure. Bon, quels étaient les mécanismes derrière? Et là, bon, je suis bien conscient que cette interview peut arriver n'importe où et Bien sûr. je suis prêt à en assumer les responsabilités parce que pour mon cas, par exemple, Mhm. beaucoup de classiques se disaient que mince, on n'a jamais vu un bleu travailler comme ça. Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il veut? Bon, Mhm. j'étais déterminé de, de, de terminer mon DUS en 2 ans. Mhm. Bon, malheureusement, le système ne l'a pas voulu. Et quand je dis le système ne l'a pas voulu, preuve à l'appui, quand je regarde les bulletins de notes, eh Mhm. bien, je me rends compte que, bon, le système a fait ce qu'il a fait Ouais. et je n'ai pas pu faire 2 sur 2 comme, comme les notes le, le prédisaient. Mais Mhm. bon, à cela ne tienne, euh, c'est pas, ça ne m'a pas empêché d'arriver là où je suis arrivé. Ok, très bien, très bien. Mais un peu plus tard, c'est-à-dire après ta formation à Masuku, tu vas t'envoler pour la France. C'est-à-dire que en vérité, après avoir pris ton diplôme de 2 ans, pourquoi tu ne commences pas directement à travailler? Qu'est-ce qui fait que tu quittes le Gabon pour la France? Alors, je vais un peu regresser. Mhm. Alors, dans ma régression, je vais dire que, OK, Masuku m'a volé une année. Mhm. Et quand j'arrive en CB2, je me suis dit, je vais quitter Masuku avec la manière. Et la manière, c'est que quand j'ai quitté Masuku, j'étais deuxième de ma promotion. OK? J'étais Mhm. deuxième de ma promotion. Et ce n'était pas une place volée. C'était une place méritée. Ceux qui étaient à, à Masuku avec moi à l'époque et qui Mhm. sont beaucoup des administrateurs aujourd'hui à différentes positions peuvent vous en témoigner. Mhm. Donc, euh, pourquoi je n'ai pas décidé de m'arrêter et de faire autre chose plutôt que Mhm. d'aller poursuivre mes études à l'étranger? Alors, à partir du moment où, à Libreville, j'avais déjà pris la décision que je vais arriver aussi loin que je peux. Mhm. À ce moment-là, je me suis dit, je vais arriver aussi loin que je peux. Et le DUS, qui est le diplôme universitaire d'études scientifiques, n'était pas aussi loin que je pouvais.
OK. Je savais Mhm. qu'après le DUS, je pouvais aller en licence, en maîtrise, et pourquoi pas en DEA, si ce n'est en doctorat. Donc, la logique, j'ai demandé des inscriptions, j'ai placé des inscriptions un peu partout en Europe, enfin en Europe, en France, Mhm. et j'ai été accepté à l'université de Rennes 1. Et à ce moment-là, je savais que m'arrêter en licence ou en maîtrise, ce n'était pas ce que je voulais. Je voulais aller plus loin. OK, excellent. Mais alors, mais le truc, c'est que, n'oublie pas, tu nous dis qu'au départ, tu avais des problèmes de moyens. Comment tu organises ton voyage? Comment ça Alors, se passe? ça, c'est intéressant. À l'époque, quand j'étais à Masuku, vu Mhm. que mes parents avaient les moyens limités, Ouais. à l'époque, on avait quand même le privilège d'avoir des bourses Ah, OK. payées par l'État gabonais. Mhm. On avait ce privilège-là. Ouais. Et comme je savais qu'on était limité de par mes origines Mhm. familiales, Ouais. j'ai mis de côté tout ce que je pouvais mettre de côté Mhm. pour préparer mon voyage pour l'Europe. Et c'est d'ailleurs tout ce que je pouvais mettre de côté pour préparer mon voyage pour l'Europe qui m'a permis, en fait, de voyager, arriver en Europe et passer un peu à part. Bon, bien sûr, la famille un peu élargie a donné ceci, Ouais. cela et Ouais. On tout. connaît comment ça se Mais, passe dans les familles africaines. Ouais. mais, Ouais. le Mhm. gros, c'était mes économies que j'avais rassemblées quand j'étais à Masuku qui m'ont permis, en fait, Mhm. d'aller en Europe. Mais je suis parti en Europe avec une bourse gabonaise. Très bien. Très bien. Je suis parti en Europe avec une bourse gabonaise. Et à l'époque, on payait encore les bourses. Je n'ai jamais eu de problème de retard dans le paiement des bourses Wow. lorsque j'étais étudiant. Alors, mais quand même, je veux préciser ça. C'est-à-dire, à cette époque-là, c'était à l'époque de Bongo Père. C'est Oui, bien sûr. là où tout se Oui, passait encore bien au niveau du pays, là. oui, absolument. OK, excellent. Absolument. Du Mhm. moins pour les étudiants, Mhm. franchement, au niveau de la fréquence de paiement des bourses, Mhm. on n'avait pas à se plaindre parce que moi-même, je l'ai vécu. Donc, Mhm. c'est pas des emprunts. OK, OK, très bien, très bien. C'est bon de le préciser parce que, en vérité, le fait de faire cette émission avec toi nous permet quelque part aussi, nous les jeunes, de faire un bond vers le passé. Ce que tu vois un peu, Oui, de comprendre ce que le Gabon a eu et que peut-être on est en train d'espérer que les nouvelles autorités vont remettre en place ce que tu vois un peu. Donc, absolument. voilà. Absolument. Yeah. Et d'ailleurs, Mhm. dans ce sens-là, je vais saluer l'initiative de la restauration des bourses au niveau du secondaire. Mhm. Parce que je dois dire que lorsque j'étais au secondaire, je bénéficiais de ces bourses-là et ça faisait une différence énorme. C'était 24 000, Mhm. mais c'était 24 000 qui tombaient dans la poche de quelqu'un qui n'avait rien. Ouais. Donc, c'était quelque chose. Yeah. Yeah. Donc, c'est vraiment pour dire que la restauration de cette bourse pour les enfants, peu importe la quantité, Mhm. est un pas énorme. Exact. Exact. Alors, maintenant, tu prépares ton voyage pour la France. Tu arrives du côté de la France. Toi qui as fait tout ton parcours dans le Gabon profond, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que tu es vraiment un produit net du Gabon, c'est-à-dire quand tu arrives en France comme ça, comment tu te sens en fait? Parce que j'espère que, c'est-à-dire que tu arrives comme ça dans un milieu comme ça en plein cœur de l'Occident, toi Mhm. qui étais attaché à tes origines avec ton père et ta mère et tout ce qui va avec, comment tu te retrouves dans cet environnement-là? Alors, lorsque je me retrouve en France, j'étais déjà dans un esprit complètement différent. Ok. J'étais déjà dans un esprit complètement différent parce que euh, si je peux parler, comme on dit chez nous, au village, Mhm. j'étais déjà dans l'âme d'un guerrier. Très bien. J'étais déjà dans l'âme d'un guerrier, Mhm. c'est-à-dire que il fallait vraiment que cette épreuve soit
plus forte que Dieu pour me surmonter. Parce que mon allié direct, c'était Dieu. Wow. OK? Mon allié direct, c'était Dieu. Donc, il fallait que cette épreuve soit plus forte que Dieu pour me casser. Et comme il n'y avait pas d'épreuve qui était plus forte que Dieu, je suis arrivé en Europe dans une confiance extrême. Et d'ailleurs, je dois dire que pour tout le travail que j'ai fait à Masuku, ma première année en Europe, sur un plan académique, était une balade. Ouais. Ma première année à Rennes 1 était une vraie balade. Une balade de santé. J'ai commencé réellement à sentir que j'étais au second cycle universitaire quand je suis arrivé en maîtrise. C'est là où j'ai commencé à sentir que là, il faut travailler. Bon, je ne parle pas de discrimination, bien entendu. Hein, je parle de l'aspect purement académique. Maintenant, le traitement discriminatoire qui a existé dans le système français, ça, c'était autre chose. Ouais. Avec laquelle on devait traiter, y compris moi et beaucoup de mes camarades, mais on ne s'est pas laissé faire. Et comme je m'étais promis à moi-même, plus jamais je ne redouble. J'ai fait un parcours sans faute au niveau du 2e cycle et d'ailleurs au niveau du 3e cycle d'ailleurs. Alors, très bien, très bien. Mais c'est-à-dire, dans ton parcours, il y a toujours ce côté-là où tu en veux toujours plus. Est-ce que tu vois un peu? Je réalise que tu en veux toujours plus. Il y a toujours cette faim-là qui est en toi. Parce que tu as eu ton diplôme de 2 ans. Après, tu vas pour la France. Comme tu nous dis également, tu fais encore un parcours excellent au niveau de la France. Mais tu ne t'arrêtes pas là. C'est-à-dire, tu décides de te dire que bon, je fais ce que j'ai à faire en France. Alors, est-ce que tu commences d'abord même à travailler en France ou bien Non, je n'ai jamais travaillé en France. Je n'ai jamais travaillé en France. Alors, lorsque je termine mon 2e cycle, je rentre en 3e cycle. J'ai commencé mon 3e cycle à l'université de Rennes 1. C'était en réalité un DEA qui était cohabilité entre 3 universités, Rennes, Brest et Caen. Donc, j'obtiens mon DEA en microbiologie fondamentale et appliquée. Et c'est là où, en fait, les choses changent de manière dramatique. Parce que techniquement, lorsqu'on fait un DEA quelque part, on est censé continuer en thèse dans cet endroit-là. Mais souvenez-vous que j'ai dit avant qu'il y avait beaucoup de discriminations, des choses qu'on a expérimentées, qu'on a vécues. Donc, c'était des choses réelles. Ce n'était pas des choses fictives. Alors, avant que tu ne poursuives, j'ai quand même envie de te poser rapidement une question, celle de savoir, est-ce que tu as expérimenté de façon claire le racisme quand tu étais en Oh, France? absolument. C'est-à-dire, est-ce que tu peux raconter une petite anecdote là où peut-être tu es confronté à cette situation-là, en fait? Bon, par exemple, alors, j'avais décidé de me spécialiser en microbiologie. J'avais décidé de me spécialiser en microbiologie. Et la microbiologie, c'est une matière fascinante. C'est une matière fascinante. C'est une matière que je respirais, que je buvais, que je mangeais. J'étais microbiologiste dans la chair. Alors, on avait un professeur à l'université de Rennes 1, mais ce professeur-là, vraiment, il était... en fait, on ne pouvait pas être plus clairement raciste que ça. Et lui, il m'a prouvé par A plus B que, bon, je veux pas de toi dans ma classe, OK? Wow. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que malgré tout ce qu'il faisait pour me décourager,
cela ne me décourageait pas. Et en fait, ce professeur-là n'avait jamais réussi à me faire échouer parce que simplement, le travail était trop bon. Parce qu'à un moment donné, même quand on veut, même quand, si par exemple vous méritez 10, c'est facile de vous faire échouer. OK? C'est facile de vous faire échouer parce que le professeur a une marge de subjectivité. D'accord? Donc, il peut dire que, bon, ce 10, ce n'est pas un 10, c'est un 8. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez rien faire. OK? Et on est en France. On n'est pas aux États-Unis. D'accord? Si vous méritez 12, il peut vous dire que, OK, bon, je vous donne un 10. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais par contre, si vous méritez 14 ou 16, bon, là, il va falloir quand même tirer par les cheveux. Bon, que je n'en ai pas. OK? Il va falloir vraiment tirer par les cheveux pour vous faire échouer. Et c'est ce qui se passait avec ce monsieur-là. C'est que s'il avait une marge de manœuvre pour me faire échouer, il m'aurait fait échouer. Ouais. Mais il n'avait pas de marge de manœuvre parce que je ne laissais pas cette marge de manœuvre-là. Alors, les rapports de travaux pratiques, je peux vous en montrer. Mes camarades de classe, c'était des petits Français de Bretagne. Et bon, on était partenaires et on écrivait des rapports, le même rapport rédigé. Vous voyez qu'une personne a une note, une autre personne a une autre note. Et là, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Le même rapport. Alors, ce qui est encore d'autant plus frappant, c'est quand c'est Jean Ngouan qui rédige le rapport. Aïe. OK? Parce qu'on est en équipe. C'est moi qui rédige le rapport. Alors, je rédige le rapport, mais j'ai une note moins que mes partenaires. Comment est-ce qu'on explique ça? Ouais. OK? Est-ce que j'ai écrit un E à l'envers? Est-ce que j'ai écrit un F à l'envers? Et pendant cette période-là, est-ce qu'il y avait d'autres Africains qui étaient aussi avec toi dans la même promotion? Bon, en microbiologie, on n'était pas nombreux des Africains. Parce que, bon, il faut dire que les orientations en France, bon, à l'époque, on tendait à orienter beaucoup d'Africains en biologie des populations animales, des choses comme ça, biologie des organismes, voilà, ils appelaient ça biologie des organismes. Mais pour aller en biologie cellulaire et physiologie, ça, c'était une autre paire de manches. Parce qu'il fallait véritablement être bon, il fallait faire cette preuve pour aller en biologie cellulaire et physiologie où je suis parti. Donc, c'est quand réellement il voit que bon, il n'y a rien à faire avec cet étudiant-là, quoi. Il est bon, et puis c'est tout, quoi. Ouais. Yeah. Alors, tu parlais tout à l'heure là que tu fais face à une situation là où, quand tu es en train de préparer ton DEA, tu fais face à une certaine situation de discrimination. C'est ce qui va, par rapport au fait que tu es en train de rédiger ta thèse. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement par rapport à cette partie-là? Alors, ce qui se passe, c'est que les résultats du DEA sortent. D'abord, la manière dont les résultats du DEA sont sortis, c'était, bon, j'en rigole aujourd'hui, mais c'était plus qu'intéressant. Enfin, intéressant, pas dans le sens français, mais dans le sens anglophone. Bon, c'est des choses du passé, mais franchement, j'ai eu un directeur de recherche en DEA qui était un Breton, professeur Théophile Bernard,
Je ne sais pas s'il vit toujours, mais c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour lui parce que il a su identifier qu'il y avait des choses qui ne tournaient pas rond dans l'environnement où j'évoluais. Mhm. Et même s'il ne me le disait pas avec les mots, il le disait avec des gestes. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'après mon DEA, je ne pouvais pas rester à Rennes. Et donc, du coup, même si techniquement, je devais rester à Rennes, pratiquement, j'ai commencé à chercher des laboratoires d'accueil pour faire une thèse. Mhm. Normalement, dans ces conditions-là, vous êtes d'une certaine manière accompagné par vos mentors, mais j'ai dû me retrouver à faire les démarches seul. Et Dieu aidant, je suis tombé sur un professeur qui, après l'avoir contacté, un professeur de l'Institut Pasteur de Lille, après Ouais. l'avoir contacté, Mhm. euh, il m'a répondu. Il m'a laissé il m'a laissé un message audio Mhm. sur mon téléphone. À l'époque, c'était la première fois que je recevais un message d'un professeur. Il me dit bonsoir, monsieur Ngoan. J'ai vu que vous êtes intéressé à faire une thèse. Bon, j'ai vu votre dossier. Ça m'intéresse. Est-ce que vous pouvez m'envoyer votre rapport de DEA? Je lui ai envoyé le rapport de DEA et il a lu le rapport de DEA et il a dit, eh bien, j'aimerais t'interviewer. Mais par contre, ce n'est pas dans mon laboratoire que ça se passe, c'est dans un autre laboratoire. Et il me pose la question de savoir euh, dans quelle mesure je pouvais me retrouver à Lille. Je lui ai dit, à tout moment. Et c'est comme ça que je pars à Lille. Et c'était la première fois que j'arrivais à Lille, à l'Institut Pasteur de Lille. Mhm. Je suis arrivé, il m'a reçu, il m'a très, très bien reçu. Et donc, il m'a fait rencontrer les les autres professeurs et des chercheurs. Mhm. Donc, du coup, on a eu un entretien, une entrevue qui a duré peut-être 3 heures. Et bon, ils m'ont dit que, OK, on va vous recontacter. Je suis reparti, je suis retourné sur Rennes. Et 2 semaines plus tard, ils m'ont recontacté pour me dire, eh bien, on a une place pour vous dans notre laboratoire. Mhm. Et du jour au lendemain, je suis parti de Rennes pour Lille. Ça s'est décidé en l'espace de 2 semaines. Et j'ai quitté Rennes pour Lille. Et c'était un bon, euh, c'était un bon, comment on appelle ça, un bon déplacement. Ouais. It was a good move. Yeah, yeah, yeah. Alors, maintenant, quand tu arrives là-bas et que tu t'installes, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va maintenant être le déclic pour que tu viennes aux États-Unis? Qu'est-ce qui a été le fait marquant qui fait que tu quittes totalement la France pour te rendre du côté des États-Unis? Alors, lorsque je commence Mhm. ma thèse de doctorat commence sur des chapeaux de roue, mais vraiment très bien. Je produis ma première publication, Mhm. ma première année de thèse. Je produis ma première publication dans un journal bien coté. Et donc, je continue à faire ma recherche et je continue à publier. Et je dois dire que mes directeurs de thèse et de labo n'étaient pas des Français, c'était des Belges. OK. Alors, ça a joué un rôle très, très, très important parce que l'environnement où j'étais était un environnement plus international que français. Donc, ça a réellement permis une éclosion des ouvertures qui m'ont permis
en fait, qui ont laissé la marge pour qu'on m'apprécie à ma juste valeur. Et donc, quand je continue à faire ma thèse de doctorat, éventuellement, je termine ma thèse de doctorat avec un brevet. Alors, je dois dire que j'ai fait ma thèse de doctorat sur la tuberculose et mon intérêt particulier, c'était l'amélioration du traitement de la tuberculose. Alors, les découvertes que j'ai faites pendant ma thèse ont conduit à un brevet. Donc, cette découverte a ouvert des portes qui ont fait que d'autres universités à travers le monde ont vu le travail que j'avais fait. Et quand je contactais les universités et les laboratoires de recherche, ils étaient intéressés, évidemment. Ils voulaient écouter mon histoire, ils voulaient savoir ce que j'avais fait, comment j'avais fait ça. Et donc, bon, j'étais ouvert à tout le monde. Et éventuellement, je me suis orienté vers les États-Unis. Et pourquoi je me suis orienté vers les États-Unis? Parce que je ne me voyais pas vivre en Europe, parce que je connaissais trop bien la France pour vivre en France, parce que étant quelqu'un qui en veut, je ne supporte pas qu'on me mette un plafond au-dessus de la tête. Parce qu'à partir du moment où on vous met un plafond au-dessus de la tête, quelles que soient vos ambitions, vous ne pouvez pas aller plus loin que ce plafond-là. Je savais déjà d'entrée de jeu que l'Europe, en fait, était une condition où il y avait un plafond au-dessus de la tête. Je voyais tout autour de moi ceux qui avaient terminé, qui étaient excellents, mais qui avaient un plafond au-dessus de la tête. Ouais. Je savais par contre que je voulais améliorer mon anglais et je savais aussi, comme un chanteur français le disait là-bas, OK? Cette chanson là-bas, tout est à refaire, tout est possible. Il n'y a pas de plafond au-dessus de vous. Votre limite, c'est votre imagination. Et je me suis dit, bon, ben, on va aller là-bas. Exact. Alors, mais quand même, j'ai quand même envie de te poser la question là, avant qu'on avance, c'est au-delà du fait que tu performes comme ça et que tu vas d'excellence en excellence, est-ce que l'État gabonais a toujours un regard sur toi pendant cette période-là? Parce que n'oublions pas que tu es quand même une valeur ajoutée dans l'histoire du Gabon. C'est-à-dire que, est-ce que l'État gabonais continue à te suivre ou bien peut-être propose de te coopter pour que tu ne vas pas devenir quelque part une fuite de cerveau quelque part? Qu'est-ce que l'État te propose pendant cette période-là, en fait? Alors, la réponse directe, c'est non. Wow. La réponse directe, c'est non. OK? L'État gabonais ne s'intéresse pas. Je fais des approches, mais des approches sans résultat. Quand je viens aux États-Unis en 2003, octobre 2003. Je soutiens ma thèse en octobre 2003. J'obtiens mon postdoc 6 mois avant avoir soutenu ma thèse. Donc, j'avais déjà un contrat d'embauche aux États-Unis 6 mois avant d'avoir soutenu ma thèse. Wow. Donc, quand je viens aux États-Unis, dès que j'arrive aux États-Unis, j'envoie mon dossier au Gabon, une demande d'emploi. On était en 2003. C'est en 2007 qu'on me contacte pour me dire que votre demande manuscrite, vous l'avez tapée et imprimée, elle doit être manuscrite. Elle doit être écrite à la main.
Alors, donc, vous comprenez, entre 2003 et 2003 et 2007, 2007. ça Non. fait quand même un certain temps pour qu'on me dise que votre demande manuscrite doit être écrite à la main, pas imprimée et signée. Non, elle doit être écrite à la main. Je dis, OK, bon, on va écrire. Donc, mon courrier, ma demande d'intégration, je l'écris à la main, je l'envoie, ça prend un autre temps. Et finalement, bon, quelqu'un qui était représentant de l'antenne de l'USTM à Libreville me contacte et me dit, Jean, ton poste budgétaire a été attribué. Est-ce que tu le prends? Qu'est-ce que tu fais? Je dis, wow, ça c'est super. Ben, je le prends. Eh bien, je pars au Gabon. Et à l'époque, je suis à Hawaï, à l'université Brigham Young, Hawaï. Et quand je vais au Gabon, je me dis, je vais me mettre au service de mon pays. Je signe la prise de service et je commence le travail jusqu'à ce que, en 2010, eh bien, les Gabonais ont fait ce qu'ils ont fait et apparemment, je n'étais pas les bienvenus. Donc, ça veut donc dire que quelque part, jusqu'à 2010, que tu es au Gabon, tu devenais quelque part gênant, en fait. Si on veut. Parce que à la fin de la journée, c'était bien clair que, hein, Jean, tu n'es pas le bienvenu ici. Ouais. OK. Il se trouvait aussi que à l'époque, j'avais aussi des alternatives. OK. Donc, je dois dire, et je sais aussi que je suis dans les airs et que cette vidéo pourrait aller quelque part. Alors, quand je décide de quitter Masuku, j'écris un courrier. J'écris un courrier au recteur, au chef de département et au doyen pour leur dire que, bon, considérant le traitement qui m'a été offert, je pense que vous n'avez peut-être pas besoin de moi maintenant, mais quand vous aurez besoin de moi, vous me dites. Mais en attendant, je ne vais pas rester comme ça. Je vais aller me débrouiller ailleurs. Et c'est comme ça que je suis venu aux États-Unis et que j'ai décidé de prendre un poste permanent dans une université américaine. Parce qu'avant cela, je n'avais pas de poste permanent dans une université américaine. Wow. Excellent, excellent. Mais quand même, la question que je vais quand même te poser, parce que là aussi, on va développer ça quand on va commencer à parler de ton ONG, mais parce que, alors, quand tu arrives aux États-Unis, c'est-à-dire comment se fait l'intégration pour toi? Parce que aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui performent dans la communauté, notamment au niveau des études également, qui ont pratiquement le même parcours que tu as eu. Mais est-ce que tu peux un peu nous expliquer les rouages que tu as peut-être pris dans le sens là où ce qu'il y a, parce que quand je t'entends parler, je réalise que c'est-à-dire que c'est comme si ton parcours académique a pratiquement fait tout le travail pour toi, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a facilité ton arrivée aux États-Unis, en fait, et surtout ton intégration aux États-Unis? Alors, ce qui a facilité mon intégration aux États-Unis, c'est mon désir ardent d'aller chercher ce qu'on appelle chez nous la niaque. Hein? Alors, lorsque je soutiens ma thèse, je savais déjà que je voulais faire ce qu'on appelle un postdoc. Alors, c'est quoi un postdoc? C'est une expérience postdoctorale. OK. D'accord? C'est une expérience postdoctorale qui est en fait, dans des termes simples, le premier emploi qu'un docteur peut avoir
après avoir soutenu sa thèse. OK. Donc, c'est un peu comme un stage de luxe, si on veut, parce qu'on est OK. payé quand même, Mhm. on est quand même payé de manière décente, Mhm. mais on n'a pas tout le salaire Mhm. que quelqu'un qui a un contrat à Mhm. durée indéterminée. Donc, bon, quand j'arrive sur place, euh, mon premier défi, c'est le défi de la langue. Mhm. Parce que venant d'Europe, je ne parlais pas couramment anglais. Mhm. Je ne parlais pas couramment anglais, mais quand je suis arrivé aux États-Unis, dans mon laboratoire, Mhm. euh, mon chef de labo était intéressé par mes performances professionnelles. OK. Donc, c'est ce qui l'intéressait. Est-ce que je savais parler anglais ou pas? Ce n'était pas son problème. Mhm. Lui, il était intéressé par ce que je devais faire sur un plan technique à la Mhm. paillasse. C'est ce qui l'intéressait, Mhm. ce que j'apportais dans son laboratoire. Et donc, je lui apportais ça. Et moi, j'apprenais l'anglais comme ça, dans le tas. Et je peux vous garantir que ce n'était pas facile. Yeah. Ce n'était pas facile. Mais qu'à cela ne tienne, en mi-parcours ou vers la fin de mon postdoc, Mhm. j'ai commencé à m'intéresser au monde académique. Et en m'intéressant au monde académique, j'ai commencé à chercher des opportunités d'enseignement. Et Mhm. je peux vous dire qu'avec mon anglais limité, ce n'était pas rigolo. Ce n'était pas rigolo. Euh, ce n'était pas facile, Mhm. mais il a fallu travailler dur et surtout chercher à comprendre Mhm. comment le système américain fonctionne et s'arrimer à ce système-là Ouais. pour pouvoir y entrer. Wow. Donc, Wow. c'est ce que je Mhm. peux dire pour l'instant. OK, OK, d'accord. Alors, maintenant, quand tu es rentré dans le système américain et qu'au final, tu parfais ton anglais et que tu finis finalement par devenir un professeur plein au niveau des États-Unis, c'est-à-dire, tu ne vas pas te limiter à ça. Il y a comme un appel qui va venir en toi dans le sens là où tu vas décider de créer une ONG. Est-ce que tu peux nous parler d'abord de ton ONG, premièrement d'abord? C'est quoi ton ONG? Alors, mon ONG s'appelle ECASA Bridging the Gap. Mhm. Alors, avant de parler d'ECASA Bridging the Gap, il faut que je vous parle d'abord un peu du système que j'ai compris Mhm. et des problèmes que j'ai identifiés dans OK. le système. Mhm. Alors, lorsque je me familiarise avec le système éducatif américain, je me Mhm. rends compte d'une complexité extrême. Quand je dis extrême, c'est par rapport à notre système d'origine, bien entendu. OK. D'accord? Il y a une différence énorme. Euh, Beaucoup de choses sont faites en ligne, beaucoup de choses sont faites avec des systèmes de gestion des enseignements. Euh, le système de gestion des enseignements et même de donner les enseignements n'est pas le même que celui des régions francophones, de la France en particulier, Mhm. et du Gabon. C'est pas la même chose. C'est extrêmement différent. D'accord? La philosophie, la manière avec laquelle on aborde les choses est extrêmement différente. D'abord, les, les étudiants ont un certain pouvoir. Dans le système américain, les étudiants ont un pouvoir. Les enseignants ont un pouvoir. L'administration a un pouvoir. Mhm. Alors, là où je voudrais vraiment beaucoup insister, c'est le pouvoir de l'étudiant.
L'étudiant a le pouvoir de euh, de vous évaluer et de dire que cet enseignant ne donne pas les cours d'une manière satisfaisante, on ne le veut pas dans la salle de classe. Eh bien, vous ne serez pas dans la salle de classe. Wow. Oui. Ce n'est pas des choses qu'on m'a racontées, c'est des choses que j'ai vues. Mm-hmm. OK? Donc, le fait que les étudiants ont un certain pouvoir de permettre ou de tolérer un enseignant joue un rôle très important. Mm-hmm. Parce que la dynamique change. Alors, donc, au fil du temps, j'ai compris comment le système américain fonctionne et j'ai commencé aussi à regarder comment les étudiants américains qui ont tout fait aux États-Unis, c'est-à-dire ils sont nés de parents américains, ils ont grandi dans les écoles américaines et ils sont dans des universités américaines, je me rends compte à quel point les étudiants même américains ont des difficultés pour s'arrimer au système de l'enseignement supérieur. Parce que au niveau du primaire et du lycée, il y a un accompagnement qui se fait pour les étudiants. Donc, cet accompagnement qui se fait au niveau du primaire et du secondaire n'existe pas au niveau supérieur. Donc, ils se retrouvent comme livrés à eux-mêmes, même s'il y a des mécanismes pour pouvoir leur apporter de l'assistance, mais ce n'est pas tous les étudiants qui comprennent comment ces mécanismes fonctionnent. Donc, ça, c'est la première brèche que j'ai observée. La deuxième brèche que j'ai observée, c'est à l'endroit des étudiants internationaux. Ces étudiants internationaux qui arrivent de d'autres systèmes, système asiatique, système africain, système européen, qui se retrouvent ici et en fait qui sont complètement perdus. Mais alors perdus. Et donc, du coup, je me pose la question, mince, lorsque ces étudiants qui arrivent de leur nation d'origine viennent ici aux États-Unis, quel est le système de préparation qui existe pour les aider à naviguer le système d'une manière qui leur permet de réussir leurs études sans trop d'encombre? Eh bien, ayant observé, et ça fait plus de 17 ans quand même que je suis dans l'enseignement supérieur aux États-Unis, je peux vous dire que la proportion d'étudiants qui ont du mal à s'en sortir, qu'ils soient d'origine américaine ou pas, est forte. C'est d'ailleurs pourquoi, quand on regarde le nombre d'étudiants en première année, par exemple, sur une classe de 100 étudiants en première année, seulement peut-être 30% vont arriver à obtenir une licence. Qu'est-ce qui se passe avec les autres? Eh bien, ce qui se passe avec les autres, c'est qu'ils sont perdus. Et il y en a qui disent que bon, ça c'est trop compliqué pour moi, ça c'est pas pour moi, moi je vais aller chercher du boulot. Et vous savez comment ça se passe aux États-Unis? C'est facile. C'est facile d'arrêter les études et d'aller trouver un travail quelque part. C'est très, très, très facile. Considérant le coût des études. Donc, tous ces défis que les étudiants rencontrent, j'observe tout cela, mais j'ai aussi dans mon âme un désir de voir les étudiants qui investissent leur temps réussir leurs études. Parce que ça me fait quand même mal qu'un étudiant dépense beaucoup d'argent pour qu'à la fin de la journée, il ne sorte pas de l'université avec un diplôme. C'est pas juste. Et c'est comme ça que je décide en fait de mettre en place une structure qui s'appelle ECASA. ECASA, c'est un mot fort.
qui veut dire pont ou passerelle. Alors, ce pont-là, cette passerelle-là, c'est pourquoi? C'est pour aider les étudiants qui ont du mal à s'en sortir pour trouver des repères et qu'ils s'en sortent. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir le logo sur ma chemise. Oui, j'en ai, ouais.